Salut tout le monde, dans cette vidéo on va analyser rapidement 5 entreprises qui normalement devraient être intéressantes. Et l'idée c'est d'ajouter des entreprises dans ma watchlist, puisque je trouve que j'en ai pas assez et qu'il y a un gros risque que je passe à côté d'opportunités qui se présentent. Mais voilà, que je passe à côté parce que simplement je connais pas les entreprises. Donc c'est parti, on va commencer par regarder Moody's et S&P Global. Donc d'abord au niveau de ce qu'elles font. Donc Moody's et S&P Global sont deux entreprises qui évaluent la capacité des emprunteurs, comme les gouvernements ou les entreprises, à rembourser leurs dettes. En d'autres termes, elles les aident à déterminer à quel point il est risqué de prêter de l'argent à ces emprunteurs. Donc maintenant on va regarder ce que ça donne financièrement. Moody's, donc au niveau des sources de revenus, on voit qu'il y a 70% de revenus récurrents, donc déjà ça c'est un bon signe. Et 30% transaction revenue, donc ça faudrait chercher ce que c'est. Mais déjà le fait qu'il y ait du récurrent c'est déjà un bon point. Et niveau géographique ça a l'air assez diversifié. Donc maintenant on va surtout regarder mes critères de qualité pour voir si Moody's les remplit. Donc dans cette vidéo je vais passer assez rapidement vu qu'il y a 5 entreprises à regarder. Donc sur la croissance du chiffre d'affaires ça a l'air assez faible. On va regarder... Ok, donc c'est surtout qu'il y a eu une baisse en 2022. Donc ça demanderait des recherches sur la boîte pour comprendre pourquoi il y a eu une baisse de chiffre d'affaires. Parce que des baisses de chiffre d'affaires, baisse de free cash flow, ça peut s'expliquer, voilà, s'il y a une dépense exceptionnelle ou des choses comme ça, des investissements. Baisse de chiffre d'affaires, c'est un peu plus embêtant, donc à investiguer. Mais avant ça, c'était une croissance régulière, pas une croissance énorme, mais correcte, on va dire en moyenne, on devait être à 10%. Mais forcément, vu que là on a une baisse, ça fait une croissance moyenne qui est inférieure à 10%. Donc voilà, faudrait investiguer cette baisse en 2022, mais sinon, à part ça, avant c'était bon. Ensuite, croissance du free cash flow, ça a l'air bon, 12% par an. Donc c'est pas le genre de courbe idéale comme on a pu voir l'autre jour dans ma vidéo sur Fortinet, ou Booking, ou Meta, avec voilà, des exponentielles bien régulières, mais c'est quand même globalement pas mal. À voir ce qui s'est passé du coup en 2021 et 2022. Là c'est un cas qui n'est pas évident et qui demanderait plus de recherche. Sur le ROCE, donc retour sur investissement, 7,63%, sachant que là il y a une mauvaise année, donc ça a l'air bien. Au niveau de la dette, ils peuvent rembourser leur dette en moins de 3 ans, sachant que là on voit qu'il y a une baisse de free cash flow sur cette année, donc si c'est exceptionnel et que l'année prochaine ils ont un free cash flow plus élevé, ça ferait baisser ce ratio. En tout cas, même après une baisse de free cash flow, le ratio est en dessous de 3, donc ça me va. Au niveau de l'évolution du nombre d'actions, on voit que c'est en baisse. Donc ça c'est bien, c'est une baisse régulière depuis 2011, ils rachètent des actions en permanence. Donc ça veut dire que le free cash flow par action va croître plus vite que le free cash flow. Et la performance d'une action, c'est principalement dirigé par l'évolution de son free cash flow par action. Et au niveau des marges, là on a des excellentes marges, 30%, sachant qu'en plus ça a dû être plus bas la dernière année là. Donc on va dire que ouais, leur marge classique c'est du 30%, donc excellente marge. Donc Moody's c'est une boîte intéressante, donc je note de l'ajouter en watchlist. Et je vais pas faire de valorisation puisque vu que là on a un free cash flow par action qui a beaucoup baissé, c'est dur de savoir quel free cash flow par action de départ je dois prendre. Pour pouvoir choisir une valeur, il faudrait que j'ai plus étudié la boîte. Donc là, ça sert à rien de le faire en prenant une valeur au pif. Donc maintenant, on va passer à S&P Global. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser pourquoi j'ai sélectionné Moody's et S&P Global. C'est parce que c'est deux entreprises qui sont en situation de duopole, donc exactement comme Visa et Mastercard. Et les entreprises qui sont en situation de monopole ou de duopole, c'est souvent donc c'est un bon indicateur pour aller trouver des entreprises intéressantes. Donc on va voir un peu les segments de revenus. C'est pas forcément parlant quand on connaît pas l'entreprise, mais des fois les noms sont explicites. Donc on voit qu'on a de l'abonnement sur 56%, donc ça encore c'est très bien. Et niveau géographique, c'est quand même assez bien diversifié. Bon, 60% États-Unis, 22% Europe, 11% Asie et 6% sur le reste du monde. Donc maintenant, on va voir comme tout à l'heure les critères de qualité. Donc croissance du chiffre d'affaires, on est à 13% par an. Donc on avait une croissance régulière assez faible quand même, et une explosion en 2022. Donc ça, à voir pourquoi. Pareil, ça demanderait des recherches complémentaires pour savoir est-ce que ça va se continuer, est-ce que c'est la nouvelle base et ça va continuer à partir de là, ou est-ce qu'il faut s'attendre à un retour à la normale avant que ça reprenne. Ensuite, croissance du free cash flow, donc elle est assez faible, donc j'imagine qu'il y a eu une dépense particulière. Là, comme Moody's, ça croît globalement même bien, mais c'est pas très régulier, et il y a une baisse en 2022. Donc pareil, il faudrait investiguer, lire les rapports annuels pour comprendre pourquoi il y a eu cette baisse. C'est pas le genre de courbe idéale de ce que je recherche, mais ça peut quand même être intéressant. Ensuite, le ROCE, retour sur investissement, 38%, donc très bien. Au niveau de la dette, on est encore à peu près à 3 fois le free cash flow, donc voilà, c'est correct. Ensuite, évolution du nombre d'actions, là c'est plus 25%, c'est
assez problématique. Je viens de vérifier sur un autre site à côté au cas où ce soit une erreur dans les données que j'ai, mais non, en fait c'est bien ça, donc c'est pas une erreur. Donc ça c'est assez étonnant, surtout pour une boîte qui faisait des rachats d'actions très réguliers, donc là c'était parfait. Donc là ce serait intéressant d'aller étudier la boîte pour connaître la raison, d'ailleurs forcément une raison très spécifique sur pourquoi ils ont émis énormément d'actions en 2022, parce que ça c'est assez problématique pour les investisseurs, donc c'est une grosse dilution, et on va voir en trimestriel, et on voit que depuis ce moment-là, ils ont repris les rachats d'actions, mais bon, le temps de rattraper cette émission d'actions-là, ça va quand même mettre un peu de temps, donc ça c'est assez embêtant. Et au niveau des marges, c'est comme Moody's, des très bonnes marges, au-dessus des 30%, donc il y a des sujets à investiguer, c'est un type de business que je connais pas du tout, donc il y a peut-être des spécificités qui expliquent les points que je viens de relever, mais en tout cas, je note que ça peut être intéressant et qu'il faut que j'aille creuser. Ensuite, je voulais regarder MSCI. Donc déjà, on va demander pour aller vite à ChatGPT ce que fait l'entreprise. Ok, bon, comme on sait, ils font des indices comme le MSCI World, mais ça ne m'explique pas tellement comment ils font de l'argent. Et en plus de créer ces indices, MSCI offre des analyses et des recherches qui aident les investisseurs à prendre des décisions éclairées. Ils examinent des facteurs comme les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, qui peuvent influencer la performance financière des entreprises. En résumé, MSCI aide les investisseurs à comprendre où mettre leur argent en leur fournissant des données et des analyses sur différents marchés d'entreprises à travers le monde. Ok, donc on va regarder déjà les segments. Donc on a 88% des revenus qui viennent d'un segment Asset-Based Fees, donc des frais sur les actifs. Donc vu que MSCI, ils font des indices, j'imagine que c'est peut-être des frais pour les émetteurs d'ETF par exemple. Parce que si j'ai bien compris, MSCI, ils gèrent les indices, mais c'est pas eux qui émettent les ETF qui sont sur ces indices. Et on a 12% de revenus non récurrents, donc il sous-entend que cette partie-là est récurrente, donc ce qui est bon signe. Et niveau géographique, on a très bonne diversification. On va regarder les données financières. Donc croissance du chiffre d'affaires, ça a l'air bon, 12% par an. Donc là, on a une belle courbe bien régulière, avec des croissances qui sont correctes, on va dire une moyenne vers les 10%. Donc ça me va. Ensuite, croissance annuelle du free cash flow, elle est beaucoup plus élevée, donc il y a dû avoir une amélioration des marges. Alors c'était assez stagnant de 2011 à, on va dire, 2017, mais depuis, très bonne croissance. Donc ce serait intéressant de voir le changement. J'imagine qu'il y a eu un changement particulier dans leur business en 2017. Ensuite, le ROCE de 23% de ROCE, c'est au-dessus de 15%, donc c'est bon pour moi. Le niveau de dette, ils peuvent rembourser leur dette en 3,3 ans. C'est un petit peu au-dessus de ce que je recherche, mais vu que tout le reste a l'air bon, je pense pas qu'il y ait danger. On est quand même proche des 3 ans, donc pourquoi pas vérifier, mais je pense pas qu'il y ait un problème. Ensuite, sur l'évolution du nombre d'actions, on a une baisse de 10% du nombre d'actions sur 5 ans, donc ça, c'est pas mal. Et c'est une entreprise qui rachète régulièrement ses actions depuis 2012. Donc ça c'est bien pour faire accélérer la croissance du free cash flow par action. Et au niveau des marges, on a encore mieux que sur S&P Global et Moody's. 43% de marge du free cash flow, c'est très 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 élevé. Hop, on l'a ici. Et alors déjà au plus bas, c'était 24% en 2015. Donc ce qui reste déjà excellent. Et ça a été plutôt en hausse, et ils viennent d'enchaîner 4 années au-dessus des 40%, juste avant 39%. Donc c'est des excellentes marges. Même plus qu'excellentes, on n'est pas loin des niveaux de marge de Visa ou Mastercard. Et je regarde, est-ce que le free cash flow a une évolution qui est assez régulière pour voir un petit peu la valorisation. Ouais, donc je regardais vite fait la valorisation. On va commencer en mettant 12% par an de croissance, et on va mettre 25%. C'est une entreprise qui a l'air de se payer assez cher, donc on va mettre 25 en ratio. Si je veux faire 13% par an et que je prévois une croissance de 12% par an du free cash flow par action de la boîte, il faudrait que je l'achète à 400. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est très chère. Maintenant, on va regarder quel est le taux de croissance qui est inclus dans le prix, en regardant toujours la barre à 13%, puisque voilà, c'est mon objectif minimum de performance annuelle long terme. Donc si on met 16% par an de croissance, c'est encore plus, 17%. C'est moins, donc c'est à peu près 16,5% de croissance qui est prévu. Ok, donc si j'achetais l'action MSCI aujourd'hui, avec pour objectif de faire une performance de 13% par an, ça veut dire que je suis confiant dans le fait que MSCI va avoir 16,5% de croissance par an sur les 10 prochaines années, et qu'elle sera à un ratio de 25. Donc un ratio de 25 pour un business de cette qualité, c'est c'est assez classique finalement. Par contre, au niveau de la croissance, peut-être que 16,5% par an, c'est quand même un peu trop risqué, je pense pas que je parierais là-dessus. Peut-être que je changerai d'avis en étudiant plus la boîte, mais ça me paraît trop de croissance nécessaire
pour justifier un investissement au prix actuel. Ouais, voilà, on voit que c'est assez limite sur les dernières années. Sur les 3 dernières années, ils ont fait 17,3%, 17,6%, 19%. Donc prévoir 16,5% par an sur les 10 prochaines années, je pense que ça me laisse pas assez de marge. Mais après, encore une fois, je connais pas bien la boîte, donc ça peut se discuter. Donc pour MSCI, je vais aussi la rajouter à ma watchlist. Ça m'a l'air pour l'instant, comme ça, a priori, juste en regardant les chiffres, plus intéressant que Moody's et S&P Global. Donc on est à la 3e. Il en reste 2, on va regarder Fair Isaac. Donc pareil, on va demander à ChatGPT. Et je vais mettre très brièvement parce que le texte est trop long. Donc Fair Isaac Corporation, plus connu sous le nom de FICO, est célèbre pour ses scores de crédit. Donc si je comprends, ce serait aussi un concurrent avec Moody's et S&P Global. Donc un score FICO est un nombre qui résume la crédibilité financière d'une personne, c'est-à-dire sa capacité à rembourser un prêt. Plus le score est élevé, plus une personne est considérée comme fiable par les prêteurs, ce qui peut lui permettre d'obtenir des prêts plus facilement et à de meilleurs taux d'intérêt. FICO analyse l'historique de crédit, les dettes actuelles, les paiements effectués à temps ou non et d'autres facteurs pour calculer ce score. En somme, FICO aide les prêteurs à décider à qui prêter de l'argent et à quelles conditions. Donc j'ai l'impression comme ça que ce serait plus pour des particuliers, mais on va demander. Plutôt, quelle est la différence entre Fair Isaac et S&P Global ou Moody's? Parce que là, il me comparait S&P Global et Moody's. Fair Isaac diffère de S&P Global et Moody's principalement par le type de score et d'analyse qu'ils fournissent. Ok, donc c'est bien ça. FICO se concentre sur les scores de crédit individuels. Le score FICO est un indicateur de la fiabilité financière d'une personne utilisé par les prêteurs pour évaluer la probabilité de remboursement d'un prêt par un consommateur. Alors que S&P Global et Moody's, c'est pour des emprunteurs institutionnels. Ok, donc même nature de business, mais pour des cibles différentes. Donc au niveau des segments de revenus, Scores Product, j'imagine que c'est justement ce qu'on vient de voir, donner des scores de crédit aux particuliers, c'est 90% de leur business, et technologie service, aucune idée de ce que c'est. À creuser, mais c'est que 10%. Et niveau de diversification, on peut pas dire qu'il soit bien diversifié, c'est 83% aux États-Unis. Après, c'est pas quelque chose que je trouve problématique, surtout pour cette nature de business-là. Donc on va regarder les données financières. Donc la croissance du chiffre d'affaires est 8% par an, c'est un peu en dessous des 10, mais c'est quand même correct. C'est assez régulier en tout cas. Il n'y a pas de dents de scie, donc ça peut m'aller. Donc on a des croissances un petit peu inférieures à 10%, mais ça va. Croissance du free cash flow, par contre là, 20%, donc ça c'est excellent, ça veut dire qu'il y a eu amélioration des marges. On va regarder l'évolution du free cash flow. On avait encore une petite stagnation là de 2011 à 2015, et ensuite ça a décollé. Et surtout depuis 2019, des énormes croissances. Une hypothèse, ce serait que, vu que c'était une période avec des taux très bas, peut-être qu'il y avait plus de... Enfin d'ailleurs, il y avait plus de personnes qui demandaient des crédits. Je crois qu'il y a eu un nombre... on a atteint un nombre record de crédits immobiliers, et sûrement nos crédits en général. Donc j'imagine que ça doit jouer, en tout cas c'est une hypothèse, et donc en tout cas à vérifier et à voir ce que ça va donner avec les taux qui remontent en ce moment, enfin qui ont remonté. Mais en tout cas au niveau des données passées, c'est validé. Le ROCE, 36% de retour sur investissement, c'est excellent. Au niveau de la dette, ils peuvent la rembourser en moins de 4 ans, donc c'est pas l'idéal, j'ai mis que je cherchais en dessous de 3, donc ça vaudrait le coup quand même d'aller se renseigner un petit peu plus, mais je pense pas qu'il y ait un danger pour eux, ça reste correct. Et c'est une boîte qui a quand même de la croissance, qui génère beaucoup de free cash flow. Au niveau de l'évolution du nombre d'actions, ils ont racheté 16% de leurs actions, donc c'est intéressant. Ouais, donc ils rachètent régulièrement leurs actions depuis 10 ans, donc ils le font en permanence chaque année. Et au niveau de la marge du free cash flow, encore excellente marge, 30%. Ok, donc FICO, c'est un cas intéressant. Ce qui serait surtout intéressant, là où il y a le plus de questions pour moi, c'est sur la différence entre croissance du chiffre d'affaires et croissance du free cash flow. Parce que si on regarde l'évolution des marges, donc ça a dû beaucoup augmenter. Donc voilà, ce qu'il faudrait, c'est voir est-ce que cette amélioration-là du business, c'était dû à un environnement à faible taux, ou est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à maintenir des hauts niveaux de marge, ou est-ce que ça va retomber à plutôt leur norme historique qui était plutôt entre 15 et 20%, ce qui est bien quand même, hein. Mais en tout cas, il faut être conscient que si ça arrive, forcément le free cash flow va baisser et croître moins vite. Et par contre, avec les rachats d'actions qu'ils font, on doit avoir une très belle croissance du free cash flow par action. Et effectivement, on a eu du 27%, puis 47%, puis 24%, puis 34%. Donc les personnes qui avaient investi dans Fair Isaac en 2016-2017 doivent être assez contents. Donc c'est intéressant, je vais l'ajouter aussi, et il y a quelques points à creuser. Et on va regarder une dernière action, on va prendre... Applied Materials, on va reposer la même question. Donc Applied Materials est une entreprise qui fabrique des équipements utilisés pour produire des semi-conducteurs, les composants essentiels de presque tous les appareils électroniques modernes comme les smartphones, les ordinateurs et les télévisions,
En gros, il crée des machines nécessaires pour construire les puces électroniques qui alimentent nos appareils. En plus des semi-conducteurs, ils travaillent également sur des équipements pour fabriquer des écrans plats et des panneaux solaires. Leur travail est crucial pour l'industrie électronique. Ok, quelle est la différence entre Applied Materials et ASML? Donc elle se spécialise dans des technologies et équipements différents. Applied Materials est une entreprise qui fournit une large gamme d'équipements, de services, de logiciels utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs, de panneaux d'affichage, et dans le domaine photovoltaïque, panneaux solaires, ils offrent des solutions pour différentes étapes du processus de fabrication des semi-conducteurs, comme la déposition, ajout de matériaux sur les wafers de silicium, la gravure, création de motifs sur ces matériaux, le polissage chimico-mécanique et d'autres processus critiques, blablabla. La principale différence entre les deux entreprises réside donc dans leur spécialisation. Applied Materials fournit un large éventail d'équipements pour plusieurs étapes de la fabrication de semi-conducteurs, tandis qu'ASML se concentre sur la fourniture de systèmes de lithographie avancés, une étape spécifique mais cruciale du processus de fabrication. Donc je comprends que globalement elle travaille sur des sujets très proches, mais pas les mêmes produits, donc pas en concurrence les unes entre elles. Donc il faudra que je lise plus sur le sujet des semi-conducteurs pour bien comprendre toutes les étapes et le rôle des différentes entreprises. Donc voyons voir les segments de revenus. Donc Semiconductor Systems, pas très parlant, mais du coup c'est ce qu'on vient de lire j'imagine. 22% Applied Global Services, pas très explicite non plus. Et les 4% non plus. Et au niveau de la diversification géographique, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 44% des revenus qui sont faits en Chine, et il y a 14% à Taïwan. Donc une hypothèse que je pourrais faire comme ça sans savoir, c'est que peut-être que des boîtes comme TSMC par exemple font partie des clients principaux de Applied Materials. Et d'ailleurs, comme d'habitude, s'il y a parmi vous des personnes qui connaissent très bien des entreprises dont on a parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des précisions, vos avis, vos analyses, etc. dans les commentaires. Donc on va regarder, encore une fois, les données financières. Donc croissance du chiffre d'affaires 9% par an, c'est pas parfaitement régulier, mais c'est pas mal. Ensuite croissance du free cash flow, c'est plus élevé, donc on a eu une amélioration des marges. Et là c'est pareil, c'est pas hyper régulier, et surtout on a eu une explosion en 2023. Mais c'était beaucoup le cas pour les boîtes qui sont justement dans les semi-conducteurs. Donc là c'est pareil que ASML et des boîtes comme ça, c'est compliqué de savoir est-ce que c'est la nouvelle normalité, ou est-ce qu'il va y avoir une petite accalmie, voire un retour à la normale avant de remonter. Mais en tout cas, globalement, sur le long terme, c'est une boîte qui a une bonne croissance de son free cash flow. Au niveau du ROCE, 24%, c'est validé. Au niveau de la dette, cette fois-ci, contrairement aux autres boîtes qu'on a vues, il n'y a aucune dette. Ouais, il y a 5,5 milliards de dettes, mais ils ont du coup 6 milliards de cash. Donc, pas de lézard à ce niveau-là. Au niveau de l'évolution du nombre d'actions, ils en ont racheté 10% sur les 5 dernières années. Voilà, donc encore une boîte qui rachète ses actions régulièrement tous les trimestres. Et au niveau de la marge du free cash flow, on a une marge à 21%, donc c'est une très bonne marge. C'est la moins bonne qu'on a vue dans les 5 actions de cette vidéo, mais c'est pas la même nature de business, donc c'est pas spécialement étonnant et ça reste très bien. On peut les regarder, est-ce que c'est plutôt en hausse ou pas? Et effectivement, donc c'est en forte hausse, surtout 2023. Donc là, la question classique à se poser, c'est est-ce que c'est soutenable ou est-ce que c'est une exception? Donc si on fait des recherches supplémentaires, ça fait partie des questions auxquelles il faudra trouver une réponse. Mais on voit que dans des temps plus normaux, la marge était quand même d'à peu près 20%, ce qui est très bien. Et cette dernière année, ils ont eu 28%. Donc c'est aussi une entreprise que je mets dans ma watchlist. Et si je devais choisir comme ça, a priori sur des données purement financières et nature du business model, celle qui m'a l'air la plus intéressante, comme ça a priori sur les 5, ce serait MSCI. Et puis si vous voulez être tenu au courant du lancement du site que vous avez sous les yeux avec lequel j'ai fait ces analyses, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!